tous. Aujourd'hui, dans une série Terroir gourmand, nous partons dans le pays de l'Orient à la découverte des ormeaux de Groix et du chou de l'Orient. Nous irons sur l'île de Groix avec Erwan Tonnerre qui nous ouvrira les portes de son élevage d'ormeaux nourris avec les algues de l'île. Puis nous retrouverons sur le continent Philippe, producteur de chou de l'Orient à la saveur douce et sucrée. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Le Morbihan marque la rupture entre la Cornouaille, à l'ouest, et le Vantais, à l'est. Ce département, créé lors de la Révolution française, et dont le nom signifie « petite mer » en breton, compte parmi les plus admirables de Bretagne. Alliant, de la côte des mégalithes à la baie de Quiberon, des paysages sauvages et romantiques. Au cœur de ce territoire, le pays de l'Orient se caractérise par une profonde échancrure pénétrant dans les terres. Appelé jusqu'en 2012 Cap Lorient, il demeure très actif avec ses 200 000 habitants et son port qui voit décharger quotidiennement des tonnes de poissons, coquillages et crustacés sur ses quais. Au large de la côte sud du pays de l'Orient se situe une île ayant arboré le premier port de pêche de thon français, l'île de Groix. C'est sur cette île, d'une superficie de moins de 15 km², qu'Erwan Tonnerre, groisillon d'origine, est éleveur d'ormeaux. Pratiquant l'aquaculture de l'Haliotis tuberculata depuis maintenant 10 ans, il est parmi les 2 seuls producteurs français de cet animal pouvant s'apparenter à un escargot de mer. À une vingtaine de kilomètres de l'île, au cœur même du pays de l'Orient, à Plouhinec, Philippe Larboulette est lui aussi un agriculteur d'origine bretonne. C'est sur ces terres d'une dizaine d'hectares que Philippe a repris avec son frère l'exploitation familiale. En 1998, il crée un GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, dans lequel il cultive différents légumes. Mais aujourd'hui, c'est une variété typique de la région qu'il récolte. Le chou de l'Orient, aussi appelé en breton Caol Anorient. Donc voilà le chou de l'Orient, caractéristique. Donc en général c'est un chou bien paumé, très dur. Et sinon il est caractéristique parce qu'il est bien vert, légèrement cloqué. Donc ni frisé ni lisse entre les deux. Et avec des grosses nervures, on voit ici la nervure centrale. Ce chou paumé, au calibre variable, est dit de variété de population. Contrairement au chou hybride, il permet de créer ses propres semences, n'obligeant pas le producteur à en racheter chaque année. Un atout contrebalancé par des récoltes plus aléatoires et plus longues, jusqu'à 3 fois supérieures à un chou hybride, ce qui implique forcément une main-d'œuvre plus importante. Donc la période de récolte commence en octobre pour les premières plantations qui ont eu lieu début juillet, jusqu'à, on espère aller jusqu'en avril en général, comme on dit, jusqu'à Pâques, quoi. Donc voilà en gros sa période. Mais la grosse période, c'est au cœur de l'hiver qu'il y a le plus généralement de production. C'est en 1890 que ce croisement entre un chou de Milan et un chou de Vaugirard voit le jour. Ce chou, préférant les bords de mer, est au début essentiellement commercialisé localement. Mais sa longue conservation en fait un crucifère idéal pour l'exportation. Il s'inscrit alors rapidement comme un produit historique du pays de l'Orient. Comme il y a eu une demande des régions de l'Est où les hivers étaient très durs, en chou à choucroute, donc dans les années 20-30 et juste après-guerre, des trains entiers partaient vers l'Est de la France et l'Allemagne. Et après, quand le frigo a été inventé, donc une source de froid, donc ces régions produisent leur chou à l'automne et le mettent en frigo, donc n'ont plus besoin de chou frais pour la choucroute, quoi. Disparu à une époque où le productivisme était mis en avant, il revient maintenant dans les cultures du pays de l'Orient. Non loin de là, sur l'une des plages de l'île de Groix, Erwan travaille lui aussi un produit oublié du pays de l'Orient, l'ormeau.
Plusieurs fois par semaine, à marée basse et en compagnie de ses employés, il vient récolter la nourriture préférée des ormeaux, les algues. Là, on est sur l'estran de l'île de Groix pour ramasser toutes ces petites algues. Donc on fait un panier là, pour les 2 jours à venir, ça suffira. Les algues étant de plus en plus rares avec le réchauffement climatique, Erwan, dans un souci de respect de l'environnement, effectue chaque mois une jachère pour préserver la biodiversité maritime. Ah, dommage qu'il n'y ait pas l'odeur, il y a une super odeur là. T'as des bonnes odeurs d'algues hein. L'ormeau est un gastéropode au palais exigeant. Erwan choisit donc précisément les variétés d'algues qu'il souhaite leur donner. Des algues d'ailleurs comestibles pour l'homme et qui peuvent se conserver jusqu'à 5 jours au frais. Donc là, on a une des algues préférées de l'ormeau, donc la Palmaria palmata, donc assez rouge, assez fine. Ça ressemble à la laminaire qui est plus brune. Donc là, on a de la Laminaria digitata. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important pour eux. Et après, là, on a du Crispus chondrus. Donc celle-là, c'est un peu plus un lichen de mer, une sorte de mousse. Ils adorent cette algue-là. C'est un peu leur chocolat. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment, comme ce sont des petits ormeaux assez jeunes, il faut vraiment une algue tendre. Ce gastéropode hermaphrodite est un brouteur lent. Il ne consomme que peu d'algues pour se nourrir. La qualité de l'eau de mer est également primordiale pour la saveur et la finesse gustative de l'ormeau. Et l'île de Groix s'avère être un lieu idéal pour la récolte des algues servant à les nourrir. À Groix, on est encore en qualité d'eau A. Qualité A, c'est donc exceptionnel, encore bonne. Il n'y a plus beaucoup de zones en France où tu as qualité A. Et donc il y a tous les sels minéraux, tout ce qu'il faut. On n'est quand même pas trop près du continent pour les problèmes de pollution. Donc là, c'est bien. Donc on respecte l'environnement dans le ramassage. Et dans le produit, on a vraiment du haut de gamme pour nos ormeaux, quoi. Après avoir obtenu sa licence en biologie maritime, Erwan décide de partir se former en Irlande. Il effectue un stage, puis est embauché par un spécialiste des ormeaux. C'est avec lui qu'il apprend toutes les techniques de cet élevage si particulier. Voilà, c'est plus pendant mes formations que j'ai découvert l'ormeau. Et donc, comme on dit, on a attrapé le virus, quoi. Donc, c'est un animal qui est vraiment magnifique, par la couleur, par le goût. Cette passion du produit se retrouve chez Philippe. C'est derrière son étal, accompagné de sa femme, que chaque mercredi matin, il vend et fait découvrir son produit au marché de la Halle de Merville. Chou de l'Orient, oui. Non, c'est à la pièce, oui. Ce marché du pays de l'Orient, il le fréquente depuis 1999, une part non négligeable de sa commercialisation. Ça représente 50 à 60% de la commercialisation. Ouais. Sinon, on commercialise dans les magasins Biocop de la région. Lorient, Lanester et Bells. Et aujourd'hui, c'est une cliente habituelle qui vient le voir. Il est bien ferme. Oui, d'accord. Tu veux quelque chose pour porter? Nathalie habite la région et vient régulièrement les mercredis et samedis sur le stand de Philippe pour acheter du chou de l'Orient. Quand c'est la saison du chou, je prends presque à chaque fois du chou de l'Orient. C'est un très très bon chou. Il est, en fait, il est fondant, il est sucré, il est très fin en goût. Donc il est vraiment très agréable à travailler. Et puis quand je vais le cuisiner, en fait, je vais enlever les feuilles vertes, les premières feuilles que je ne vais pas garder. Et puis après, pour ainsi dire, tout se garde. Tout est bon dans le chou. Si autrefois il se consommait principalement en choucroute, le chou de l'Orient peut aussi se cuisiner au beurre blanc, son côté fondant et sucré se mariant aussi bien avec une viande qu'avec un poisson. Et certains le préfèrent même cru, principalement pendant les périodes estivales. Philippe ne vise pas que les connaisseurs. C'est aussi les néophytes qu'il tente de cibler. Une façon de valoriser ce chou, oublié de beaucoup. L'intérêt de ce chou-là, c'est que c'est quelque chose qu'on a remis au goût du jour et qui a été longtemps cultivé dans le pays au moment entre deux guerres, on va dire. Et puis il a un goût un peu sucré, qui est agréable et il est facile à travailler. On s'aperçoit que les gens, une fois qu'ils l'ont goûté, qu'ils le connaissent maintenant mieux, ils le recherchent aussi. C'est un chou qui plaît, quoi. Une fois qu'on l'a goûté, en général, on l'adopte. Bonne journée à toi. Par le biais de ce mode de vente en circuit court, Philippe cherche à conserver un état d'esprit global,
en accord avec sa commercialisation et son exploitation, uniquement bio et respectueuse de l'environnement. Plus tard, après le marché, c'est sur l'une de ces parcelles qu'il retrouve Maëlle Péden. Ouais, c'est joli, ouais. Technicienne du GAB 56, un groupement d'agriculteurs bio du Morbihan, elle accompagne les agriculteurs sur les techniques et solutions permettant de faire une culture certifiée bio. Il suffit de discuter de mon matériel, quoi. Et début mai, tu as des choses qui sont... Donc dans ce cadre-là, ça peut être du suivi technique. Voilà, d'aller faire le tour des cultures avec les maraîchers pour voir un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et si jamais il y a des choses qui ne vont pas, essayer d'y remédier pour l'année suivante. Parce qu'en bio, on n'a pas forcément la solution sur le moment. Des fois, c'est plus, faut anticiper en fait. Et prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent. Et sinon, après, voilà, c'est beaucoup de mise en relation et mise en réseau de producteurs. C'est essentiellement ça le GAB. C'est l'intérêt du GAB, je pense. Ouais. C'est en 2000, après les incidents liés à la vache folle qui ont bouleversé l'agriculture française, que Philippe décide de ne plus utiliser de produits chimiques sur ses terres. Il contacte alors le GAB 56, avec qui il échange maintenant régulièrement sur les différentes techniques qu'il peut mettre en œuvre sur son exploitation. Le premier principe, c'est de mettre en place des rotations. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une seule production sur la ferme, il faut avoir plusieurs cultures qui puissent tourner, parce qu'elles ne vont pas forcément être sensibles aux mêmes maladies, elles ne vont pas forcément avoir les mêmes besoins en termes de fertilisants. Donc l'idée, c'est après du chou, là, par exemple, de ne pas remettre une autre crucifère. Cette coopération entre le GAB et les agriculteurs apporte aussi beaucoup à Maëlle. Un échange qui s'avère en effet utile à tous. Je viens beaucoup ici pour apprendre. C'est une des fermes historiques en bio en fait sur le département. Donc c'est une ferme sur laquelle moi je peux m'appuyer pour après écrire des bulletins techniques, faire passer de l'info à d'autres producteurs. Puis il faut faire évoluer, quoi. La bio, on tâtonne encore, quoi. Parce qu'il y a toujours à apprendre, donc ouais, c'est bien toujours d'échanger, quoi. Depuis plusieurs années, la demande en produits biologiques ne cesse d'augmenter. C'est ce qui a permis à Philippe de pouvoir passer à l'agriculture biologique et de s'en sortir financièrement. Pour la même quantité, il faut quand même prévoir être soit mécanisé ou soit avoir une main-d'œuvre plus importante. Ouais. Donc c'est ce qui explique aussi le prix, quoi. Derrière, on ne peut pas vendre au même prix qu'en conventionnel parce qu'on n'a quand même pas le même coût en moyenne au kilo. 1 kilo de carottes en conventionnel et 1 kilo de carottes en bio, en temps de passé, je pense qu'il y a quand même des grosses différences, quoi. Ça se compte en centaines d'heures à l'hectare, ouais. Ouais. Ces exploitants qui optent pour une démarche respectueuse de l'environnement, Erwan en fait partie. Dans son aquaculture de 400 mètres carrés, 150 bassins s'étendent sur 4 niveaux. Chacun contient 700 litres d'eau et est entièrement construit en polyéthylène, un matériau approprié à cet animal ne supportant pas le PVC. Une installation sur mesure créée par son mentor en Irlande et pensée dans un but qualitatif et non productiviste. C'est une aquaculture où c'est pas comme l'huître. Là, quand on a manipulé 20-30 kg par jour, c'est une grosse journée, quoi. On est sur des petites quantités, on a une production de 5 tonnes par an. Donc c'est pas beaucoup en aquaculture. En valeur, si, mais en quantité, non. Là, l'eau de mer rentre, donc, et il y a un trop-plein, l'eau de mer est récupérée. Et donc, toutes les heures, l'eau de mer est changée dans le bassin. Donc, l'eau de mer tombe dedans, venant de la salle de traitement de l'eau. Donc, on est quand même en aquaculture raisonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de vaccination. L'aquaculture d'Ormeaux nécessite un travail de vérification minutieux. Ainsi, chaque jour, bassin par bassin, Erwan contrôle la nourriture, l'eau, mais aussi les équipements de l'exploitation. Donc là, ça c'est une sonde d'oxygène. Là, on a une sonde de température. Et dans d'autres bassins, donc, on a la salinité et le pH. Donc, ces sondes sont interrogées par un logiciel tous les 10 secondes. Et donc, depuis 10 ans, on a des courbes tous les 10 secondes de l'ensemble de l'élevage. Ces gastéropodes grandissent de 2 cm par an en moyenne et restent environ 2 ans dans ces bassins avant de pouvoir être destinés à la commercialisation. Erwan, qui achète ses naissins d'ormeaux en Irlande ou en Bretagne, a opté pour l'aquaculture et non pour la pêche, pour optimiser la qualité gustative, mais aussi par respect de la faune maritime. Donc c'est un animal qui n'est pas encore en voie d'extinction, mais pas loin. C'est-à-dire que la ressource est fortement atteinte. Donc de par la surpêche et le braconnage, et aussi la problématique du réchauffement climatique, c'est-à-dire les changements de température, donc qui l'impactent directement sur sa reproduction. Donc c'est vrai qu'à terme, il y aura peut-être des soucis, quoi. D'où l'intérêt de faire de l'aquaculture et de transmettre ça aux autres
aux futures jeunes générations, parce que là on n'est pas nombreux, mais maintenant qu'il y a quelques-uns sur la planète, on a essuyé les plâtres de la technologie, de la mise en place des systèmes, des process, et tout ça, maintenant les mortalités, tout ça sont bien maîtrisées, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, on faisait plein de bêtises. Ces ormeaux, par souci écologique et biologique, ne sont pas vaccinés, ce qui entraîne une perte d'environ 20% de sa production chaque année. Une perte gigantesque, qu'il réussit toutefois à mettre à profit. Dans l'ormeau, tout se valorise, donc on arrive, quand on fait du sous-vide ou nos mortalités, on récupère quand même les coquilles, on nettoie, et souvent donc, on les vend. On les vend parce que c'est un beau coquillage. Donc on les vend en ligne ou on les vend dans notre boutique. Donc dès qu'on fait des salons, on vend de la coquille. On vendrait presque plus de coquilles d'ormeau et de rillettes d'ormeau que d'ormeau. Donc c'est les deux produits phares, c'est la rillette d'ormeau et la coquille d'ormeau. Voilà. En dehors de ces produits dérivés, il vend aussi des ormeaux vivants aux fins connaisseurs. Aujourd'hui, Erwan doit en préparer pour un restaurant de la région. Et le conditionnement des ormeaux est tout aussi minutieux que le reste de sa production. La commande sera ensuite directement expédiée au restaurant. Le long de la côte de Ploemmer, le vivier offre une vue magnifique sur l'île de Groix. Pour Yvon Guéguen, patron du lieu depuis 1991, c'est tout naturellement qu'il propose à ses clients de découvrir ce gastéropode produit artisanalement et localement. C'est un produit dont les gens ont entendu parler et la plupart du temps ne l'ont jamais goûté. Un peu comme la truffe, un peu comme le caviar, des produits d'élite on va dire. On le rapproche, si le client nous demande de le décrire, on se rapproche du goût de la coquille Saint-Jacques. Donc un côté iodé, un côté sucré. C'est en cuisine que l'un des 3 chefs du restaurant, Christelle Guilvin, reçoit aujourd'hui les ormeaux fraîchement expédiés par Erwan. J'enlève toujours la partie des intestins et pour finir, en appuyant légèrement sur l'ormeau, on va enlever les bouches de l'ormeau. Pour attendrir l'ormeau, on le tape dans un torchon avec un léger poids dessus de façon à casser la tête supérieure de l'ormeau. Et pour finir, avant la cuisson, pour finir de les attendrir, on les masse. On le fait uniquement pour décontracter la chair. Une fois les ormeaux attendris, Christelle effectue une cuisson aller-retour au beurre clarifié avec un assaisonnement sel-poivre. Une préparation simple, respectant le goût du produit. Le lendemain, sur l'exploitation de Jacques Le Sérec, un autre producteur de choux de l'Orient, c'est Alain Lescope qui lui rend visite. Alors Alain, ils sont beaux? Ah oui, ils sont magnifiques. Pour Alain, descendant de l'un des créateurs du chou de l'Orient, remettre ce légume en culture est un devoir de mémoire. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais c'est issu quand même de la famille et je travaille ça depuis 40 ans. Parce que c'est une passion et de les sélectionner, c'est un plaisir. Après la disparition du chou de l'Orient, qui ne convenait pas à la grande distribution, c'est grâce à des acteurs comme Jacques et Alain qu'il est devenu possible de cultiver cette perle rare des crucifères. J'ai récupéré ma semence dans le fond du congélateur, puisque nos semences, on les conservait au congélateur. Et on a relancé la production avec un fond de sachet, si on peut dire. Et ça a permis de repartir et de retravailler avec Alain la sélection ensuite, quoi. Parmi les passionnés de ce chou, il y a aussi Julien Pondavenne, directeur du réseau Cohérence pour un développement durable et solidaire. Il a lui aussi participé à sa remise en culture. On a trouvé des producteurs, ils étaient encore une douzaine à l'époque, qui historiquement préservaient la graine de leurs parents. Et puis finalement, on s'est dit, oui, il faut continuer à faire des choux de l'Orient, et puis avec l'idée que si on veut le sauver, il faut le manger. Ce syndicat a pour but d'obtenir un label pour le chou de l'Orient. C'est donc avec Alain, Jacques et d'autres qu'ils se battent depuis quelques années pour avoir ce logo IGP, qui protégera la culture et la vente du chou de l'Orient. On a travaillé ensemble sur un cahier des charges, avec une rotation. On ne peut pas, par exemple, faire du chou de l'Orient moins de 3 ans après une culture précédente. Et puis, on a travaillé aussi sur la localisation des communes, où est-ce qu'on pouvait faire du chou de l'Orient, où est-ce que ça existait historiquement.
Et maintenant, on a des échanges avec l'INAO qui doit envoyer une équipe maintenant contrôler la réalité du terrain, comment est-ce qu'on décrit le produit, comment est-ce qu'on parle du goût du produit, avant d'obtenir la labellisation officielle par l'Europe qui, on l'espère, interviendra d'ici quelques années, enfin le plus tôt possible. Obtenir ce logo serait un plus pour les agriculteurs au niveau commercial, mais aussi pour garantir la protection du patrimoine local. Sur l'île de Groix, Erwan organise aujourd'hui une visite de son aquaculture pour des enfants de la région. Bonjour. Bonjour les enfants. Vous venez pour la visite? Ouais, on va voir ce que tu vas nous faire découvrir. On va aller autour d'un bassin, comme ça je vais vous expliquer et puis vous montrer en même temps. Allez, fais-le. Allez hop. Accompagnés d'Alice le lièvre, ils font découvrir à ses futurs adultes ce produit local. Ça c'est un gros ormeau. Ouais. Ça c'est un petit ormeau d'élevage, donc qui est en cours de production. Celui-là est tout mimi, ouais. Cette visite, à mi-chemin entre amusement et découverte, semble beaucoup plaire aux enfants, curieux de ces animaux pour le moins hors du commun. Et comment il fait pour se déplacer assez vite pour lui? Il fait comme les cerveaux, il se crée du mucus pour glisser. Il contracte ici, il glisse là, et puis il avance. Il a mangé un trou, regarde. Il va à quel kilomètre/heure à peu près? Moi, je sais pas, je te dis, ça fait, tu fais le calcul, 5 mètres par jour, 5-6 mètres par jour, c'est pas ça fait pas grand chose à l'heure. Il peut se coller ou pas? Ouais, normalement, oui, mais regarde. ils mettent du temps, hein, c'est pas comme nous. Hein. Ah oui, c'est colle tout de suite. Tiens, cadeau. Ouais, tu fais une pyramide. Ah, il faut coller. Ouh, super. Bonne appétit. Fais gaffe, il va tomber. Doucement, 1, 2, 3. Erwan organise pas loin de 4000 visites par an, gratuites pour les enfants. Une activité qu'il considère comme essentielle. On m'a transmis beaucoup de savoir justement quand j'étais étudiant sur ce produit, sur l'ormeau, et donc c'est important de transmettre et de savoir que c'est possible. Parce que souvent les gens ils pensent que c'est carrément faut être bac plus 15 ou c'est trop compliqué. C'est relativement compliqué mais comme tout métier, donc c'est possible. Transmettre une vocation et remettre des produits oubliés au goût du jour. C'est ce qu'essaient de faire Erwan et Philippe. Que ce soit avec la culture des choux de l'Orient ou des ormeaux, ils œuvrent tous deux avec passion pour leurs produits. Ces deux amoureux du pays de l'Orient prouvent ainsi que dans une époque marquée par l'industrialisation, il est possible de revenir à une production locale et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, je vous propose des ormeaux cuisinés au beurre salé avec un ragoût de choux de l'Orient. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 20 pièces d'ormeaux, 75 g de beurre de micelle, 12 g de gingembre, un demi-boutillon de persil plat, une demi-gousse d'ail, 300 g de choux de l'Orient, 75 g de vin blanc sec, 750 g de fond blanc de volaille, 125 g de haricots de paimpol écossais, 100 g de carottes, un oignon blanc, une petite branche de cœur de céleri, 200 g de jambon cru, coupé plutôt épais, 12 g de mélange d'algues séchées, une demi-gousse d'ail, un bouquet garni, 50 g de concassé de tomates. Pour la préparation des ormeaux, la veille, décollez les ormeaux de leur coquille à l'aide d'une cuillère en inox, retirez délicatement les foies et les nettoyez avec une petite brosse. Les débarrasser sur un torchon propre et réserver toute la nuit au réfrigérateur dans de l'eau fraîche. Le lendemain, les battre pour les attendrir. Si vos ormeaux sont petits et jeunes, vous n'aurez pas trop à les battre. Par contre, s'ils sont un petit peu plus gros, vous devez les battre un peu plus. Faire chauffer le beurre de micelle dans un sautoir, dorer les ormeaux assaisonnés de sel et de poivre, puis les cuire à feu doux durant 15 minutes. Pour avoir un beurre mousseux, tout simplement tout au long de la cuisson, rajoutez une petite noisette de beurre. Débarrassez sur une assiette, déposez une petite noix de beurre demi-sel sur chaque pièce et laissez reposer dans un endroit tempéré. Blanchir les haricots dans de l'eau claire non salée. Blanchir, c'est tout simplement ajouter des légumes, notamment
dans de l'eau frémissante, en général salée. Pour cette recette, elle ne l'est pas. Retirez ensuite la petite peau qui les entoure. Émincez le chou de l'Orient. Taillez en brunoise la carotte, les oignons blancs et la branche de céleri. Puis faire suer les légumes au beurre dans une cocotte en fonte, déglacée avec le vin blanc. Ajoutez les haricots, la tranche de jambon cru, le bouquet garni et mouillez avec le fond blanc de volaille. Couvrir et cuire à 150 degrés pendant 50 minutes. Au terme de la cuisson, retirez le bouquet garni, ajoutez la concassée de tomates et terminez par le mélange d'algues. Épluchez l'ail et le dégermez pour faciliter sa digestion. Pelez le gingembre et le taillez grossièrement. Effeuillez le persil et mixez l'ensemble avec l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une purée lisse. Chauffez le mélange dans un sautoir à feu doux et saucez les ormeaux en ajoutant une noix de beurre si besoin. Pour le dressage, dans un emporte-pièce, déposez le ragoût. Disposez les ormeaux par-dessus en arc de cercle. Ôtez le cercle, salez, poivrez et savourez immédiatement. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt.